Un de nos mots courants entre filles, voilà, pour se désigner, je flotte. C'est-à-dire cette espèce de chose qui fait qu'on n'est pas vraiment dans le réel et qu'on est, en fait, toujours d'abord une image. On existe d'abord toujours en tant qu'image, même pour soi, c'est-à-dire à travers les miroirs. Et on est toujours comme ça, pris dans un truc de dépossession, en fait, de sa propre expérience. Et donc, en fait, ce qu'on impose à Britney Spears, à Nelly Arcan, mais en fait à toutes les jeunes filles, c'est être un objet sexuel, mais ne jamais devenir un sujet sexuel. Rentrer dans cet illogisme de ce qui se passe à l'intérieur, c'est aussi faire sortir dans le texte la logique du corps, de la subjectivité, de la mémoire. Je ne peux pas lire des romans traditionnels tels qu'ils s'écrivent aujourd'hui où on me raconte une histoire linéaire puisque je n'y crois pas. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que se déroulent les événements, jamais. Les choses, elles sont pas linéaires, que dans le réel, la mémoire, les souvenirs, tout est tout le temps bouleversé, changeant. Et c'est ça qui m'intéresse. Bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Bienvenue au sein de Réseau L'École de Méditation. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette rencontre en présence de l'écrivaine Louise Chenevière. Bienvenue Louise. Bonsoir. Je suis très heureux que tu sois là pour notre première rencontre littéraire Zone Critique Réseau à l'occasion de la parution de ton dernier texte, récit, pour Britney, donc sur la trajectoire de Britney Spears et celle de Nelly Arcan. Donc c'est le troisième livre que tu publies aux éditions POL, après Comme la chienne en 2019 et Mausolée en 2021. Et donc dans ce texte, tu reviens sur le destin de Britney Spears et tu nous fais redécouvrir la violence que la société a fait subir à celle-ci dans toute sa carrière. Et tu mêles sa trajectoire à celle de l'écrivaine Nelly Arcan, qui s'est suicidée à l'âge de 36 ans, en laissant derrière elle plusieurs récits, dont Putain et Folle, qui sont deux textes majeurs. Et donc tu racontes à travers ce texte comment l'industrie culturelle a forgé des stéréotypes, donc la Lolita par exemple, des représentations, a inscrit des injonctions informulées dans la chair des femmes, ici je te cite, des injonctions à partir desquelles tu t'es aussi construite et que tu as également subi, et tu racontes cette construction dans ton texte. On pourrait dire que Nelly Arcan et Britney Spears sont incarnés d'une manière paroxystique cette obligation pour les femmes de construire leur identité à partir du regard et du désir masculin, à partir des diktats patriarcaux qui organisent la société et ce devoir-être désirable dont tu parles dans ton texte. Au sujet du suicide de Nelly Arcan, donc on va évoquer dans notre rencontre, tu écris d'ailleurs cette phrase « Trop tard, alors qu'elle avait depuis longtemps glissé la corde au cou, de n'en plus pouvoir d'avoir été faite femme ». Et tu nous montres également comment la construction de Britney Spears en tant que star et en tant qu'incarnation totale du désir masculin a participé à son effondrement, impossibilité de contrôler sa vie, surmédiatisation, perte de la garde de ses enfants et tutelle de son père. Et donc tu commences ton récit en évoquant ton enfance, donc c'est un texte qui commence par le récit de ton enfance, une drôle de chose qui est peut-être la plus proche et la plus loin, dis-tu. Et tu évoques ce que Britney Spears représentait pour toi à cette époque, à ce moment-là, pour l'enfant que tu étais. Est-ce que pour commencer, tu pourrais revenir pour nous sur ce que Britney Spears a représenté pour toi à ce moment-là, quand tu étais enfant? Qui était-elle pour toi à ce moment? En fait, c'est la jeunesse du livre, effectivement, elle vient de là. Elle vient du fait que j'ai ouvert par hasard, vraiment en les prenant à la gare, les mémoires de Britney Spears, son autobiographie. Et que d'un seul coup, je me suis pris en pleine gueule, en fait, ce qu'elle avait vécu. Et donc, je pense que vous savez un peu la tutelle de son père, qu'elle a travaillé pendant 13 ans sans gagner d'argent, voilà. Et en fait, j'ai essayé de réfléchir à elle de manière intime, parce que pour moi, il ne s'agissait pas de la prendre comme sujet de livre, ou de reproduire une énième œuvre sur elle, ou même quelque chose qui la défendrait. Je me disais... Pourquoi cette femme a été importante? Parce qu'elle a vraiment été importante pour moi. Et c'est en ça
que je voulais lui rendre hommage, honneur, d'abord d'un point de vue intime, de dire oui, elle a été importante pour moi. Elle a été importante pourquoi ? Et ça, j'en ai pris conscience à ce moment-là, parce que ça a été la seule femme dans ma vie que j'ai voulu être. C'est-à-dire que petite, vraiment, je voulais être elle. Et en même temps, comment ne pas ? C'est-à-dire que quand elle avait 20 ans, elle est élue la femme la plus puissante du monde. Elle danse, elle chante, elle sourit, elle a un amoureux. Et vraiment, il y a une sorte de moment de grâce comme ça, au début des années 2000, où on se dit « Waouh, c'est une jeune femme, elle a le monde à ses pieds. En plus, elle est adorable, sur toutes les interviews, ça se voit. » Il y a quelque chose vraiment qui en fait, je sais pas, une sorte de grande sœur, un peu d'identification. Mais en fait, très vite... on m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas s'identifier à elle. Et en fait, très vite, avec tout ce qui lui arrive, on comprend que, en fait, oulala, surtout pas Britney Spears, il faut vite se laver les mains et faire autre chose. Et donc, je me suis mise très sérieuse à lire plein de livres, à vouloir devenir un écrivain et tout ça. Et j'explique que dans ma construction, je me suis vraiment éloignée d'elle. Après, pendant toute mon adolescence, c'est très simple, je n'ai écouté et lu que des hommes, jusqu'à un certain point. Jusqu'à écrire un roman que je genrais. Enfin voilà, le personnage principal était un homme qui s'appelait Louis. Bon, vraiment tout un truc comme ça de construction, d'un rejet énorme de cette part-là qui m'avait constituée. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'en fait, après, quand j'ai rencontré des artistes femmes, des autrices notamment, et c'était toujours des femmes malheureuses ou représentées comme telles. Suicidée, suicidaire, folle, au bord du délire. Et donc, en fait, il n'y avait pas, même Annie Ernaux, que j'ai lu à 20 ans, en fait, voilà, quand vous lisez La femme gelée, donc c'est l'histoire d'une mère de famille qui, en fait, promène ses enfants au bord du lac d'Annecy et ne peut pas écrire. Enfin, c'est que des destins auxquels on ne peut pas s'identifier. Et donc, en fait, j'ai réalisé que Britney Spears, ça a été le seul moment dans ma vie où on coïncidait comme ça, une image de femme et de puissance et de joie aussi, et que ça, on me l'avait retiré très tôt. Et donc, effectivement, tu te désintéresses d'elle à l'adolescence, elle s'efface effectivement de ton espace psychique, et puis tu la redécouvres à l'occasion de la parution de ses mémoires. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce moment-là, ce qui t'a intéressé chez elle à ce moment-là ? Bon, déjà, elle s'efface. Je pense que vous avez tous en tête, en souvenir, ces moments où elle se rase la tête et tout ça, et en fait, où elle devient folle, selon ce que racontent les médias. Or, aujourd'hui, en devenant une femme moi-même, on comprend, on sait ce que c'est. En fait, on met des mots sur dépression postpartum. Et en fait, toutes ces choses de femme qu'elle a vécues, elle les a vécues sur les yeux des objectifs de paparazzi. Il y avait 40 paparazzi en permanence quand elle sortait de chez elle, avec son bébé dans les bras. Donc, en fait, très vite, on se dit, oui, évidemment qu'elle est devenue folle, entre guillemets. C'est-à-dire, les conditions étaient là. Et donc, non seulement je me suis éloignée d'elle, mais vraiment, le début du livre, je me suis dit, mais est-ce que, par exemple, les petits garçons qui sont fans de footballeurs, bon, après, ça s'en désintéresse, voilà, on grandit, c'est une chose, mais est-ce qu'ils vont jusqu'à avoir ce que moi, j'avais ressenti pour elle, c'est-à-dire du mépris ? Parce que ce que je raconte, c'est qu'à l'adolescence, après, d'un coup, c'est devenu honteux, en fait, Britney Spears, très vite. Je disais pas que je l'avais écoutée, je me moquais d'elle avec tout le monde. En fait, tout le monde entier se moquait d'elle. Enfin, c'était... Et même moi, alors qu'elle m'avait donné beaucoup. Et c'est cette cruauté-là que j'ai essayé dont j'ai pris conscience en lisant ses mémoires. Je me suis dit, waouh, mais en fait, comment j'ai pu à ce point-là l'abandonner, vraiment. Et c'est pour ça que le livre s'appelle « Pour Britney », et qu'il y avait vraiment un geste d'adresse à elle et de dire, en fait, oui, je m'excuse, vraiment. Voilà. Et donc, effectivement, tu prends conscience de ça, et peut-être aussi de la manière dont la vie de Britney Spears a été confisquée, surveillée, notamment tu as des pages où tu décris son rythme de vie lorsqu'elle elle enchaîne les concerts et qu'elle est sous tutelle de son père. Est-ce que tu peux revenir aussi sur cet aspect-là de la vie de Britney Spears, et pourquoi est-ce que tu as eu envie d'écrire sur cet aspect-là particulièrement ? Parce que voilà, ça a été vraiment une jeune femme qui a été ravie, mais dès l'enfance, moi j'ai beaucoup réfléchi. Petite, elle chantait, elle dansait, c'est tout ce qu'elle voulait faire. Sauf qu'elle se présente dans une famille de gens qui ont voulu en faire une star. Si ça n'avait pas été le cas, moi je suis persuadée qu'elle aurait quand même chanté et dansé, qu'elle aurait quand même été artiste. Mais
elle s'est vraiment trouvée dans une famille. Il y a une violence familiale aussi que peut-être dont j'ai pas assez parlé peut-être dans mon livre, mais qui me travaille en ce moment, qui vraiment, sa famille l'a fait travailler dès le début. Et décide, avec en plus une rage et une méchanceté vraiment de la part de ses parents, de sa mère, de sa sœur. Enfin, et en fait, ce qui m'a fascinée, c'est comme elle est dépossédée de son corps, de son expérience. Donc, quand elle est sous tutelle pendant 13 ans, elle enchaîne les dates à Vegas tous les soirs. Elle est médicamentée de force, son régime est surveillé. On la surveille quand elle s'habille le matin, quand elle se couche. Son téléphone portable est surveillé, elle n'a pas le droit d'avoir d'enfant, donc elle ne peut pas retirer son stérilet. Enfin, c'est un régime vraiment d'exploitation d'une jeune femme, et quand même que la Cour de justice californienne a validé pendant 13 ans. C'est-à-dire en donnant en plus l'autorité au père, alors que Britney Spears avait explicitement dit « Ok, ça va pas bien, je veux bien qu'on m'aide, mais pas mon père ». Elle avait dit qu'elle ne voulait pas que son père... Et en fait, de se dire que voilà, aujourd'hui encore, la Cour d'un État comme la Californie peut donner vraiment la tutelle légale au père de cette jeune femme qui a un jour été la femme la plus puissante du monde. Et donc c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est comment le monde s'est vraiment acharné sur elle en disant ça va pas se passer comme ça. Parce que là, ce qu'on voit, ce moment de puissance et tout, on va le détruire. On va pas laisser cette jeune femme, en fait, voilà, réussir ce qu'elle semble là réussir. Et donc ça, tu le décris donc, au début de ton récit, si on reprend un peu ton texte de manière linéaire. Et puis très vite, précisément, donc, tu nous décris cette tutelle, cet acharnement en fait, de la société contre Britney Spears. Et tu mêles donc, cette trajectoire, tu fais apparaître en fait, la figure de Nelly Arcan, qui est une écrivaine donc, que tu as découvert, dis-tu, assez tardivement, finalement. Alors, est-ce que tu pourrais, peut-être pour les lecteurs, lectrices qui ne connaissent pas cette formidable écrivaine, que j'affectionne aussi tout particulièrement, est-ce que tu pourrais nous dire qui est Nelly Arcan et pourquoi est-ce qu'elle apparaît dans ce texte qui s'appelle Pour Britney ? Donc Nelly Arcan, alors déjà, elle se suicide en 2009 et elle publie son livre au moment à peu près où Britney Spears sort son premier disque. C'est vraiment concomitant, donc il y a un truc vraiment d'une époque, quelque chose que ça dit. Et moi, à l'âge où elle publie son premier roman, Nelly Arcan, je me souviens que j'ai posé la question à mon père, mais pourquoi aucune femme n'a jamais écrit un livre ? Et que mon père, un peu bené, désarçonné, n'a pas su me répondre en fait. Alors, en fait, c'est pas vrai, et il y a notamment Nelly Arcan qui publie à ce moment-là, donc dans le contemporain, et qui publie on parle de putain est folle, 2 livres qui sont pour moi vraiment de très très grands livres de littérature. À tel point que j'y ai pas trop cru en fait quand je les ai ouverts, parce que l'image qu'a cette femme, et que moi j'en avais jusqu'alors, et son œuvre, c'est Témoignage de prostituée. Donc c'est un peu, moi j'avais dans la tête, et notamment quand on voit la couverture de ces livres de poche, elle est mise en scène dans des tenues hyper sexy, hyper cheap. En fait, les éditeurs continuent à la vendre comme un objet sexuel, et donc moi quand j'étais passée devant ces livres, je m'étais dit, ça m'intéresse pas. Et c'est là en fait que c'est très pervers, parce que ça veut dire que ma réaction était parfaitement misogyne. Puisque en disant ça m'intéresse pas, je disais une femme blonde avec des gros seins dans un corset ne peut pas avoir écrit un livre de grande littérature. Mais en même temps, je dis que c'est misogyne, mais c'est une forme de misogynie intégrée et pernicieuse, puisque on sait bien que tout conspire à ce qu'on pense. Donc voilà, mais de voir comment soi-même ça produit des mécanismes de distance et de se dire non. Et en fait, quand j'ai ouvert son livre, vraiment les 2 premières pages, je me suis dit mais c'est pas possible que ce soit aussi beau et qu'on ne m'ait pas dit avant, quoi. Qu'on m'en ait pas parlé, qu'elle ne soit pas reconnue comme les plus grandes écrivaines de ce siècle. Alors au Québec, parce qu'elle est québécoise, elle est encore très très lue et très vivante. Mais en fait presque comme un classique, c'est-à-dire que là j'ai rencontré pas mal de Québécois, Québécoises qui m'ont carrément dit je l'ai pas lu, parce qu'en fait il y a presque un trop-plein, et que voilà, et donc... Et pour que les lecteurs comprennent bien, en fait, donc tu entremêles à la fois ta propre prose et puis des fragments, en fait, des textes de folle et de putain, essentiellement, je crois, vraiment pour qu'on entende sa voix, finalement. C'est un peu un des enjeux de ton texte. Oui, je voulais faire entendre vraiment la puissance de sa langue et la puissance aussi de ce qu'elle dévoile de la violence du patriarcat, mais de manière... moi, j'ai jamais lu ça avant. Enfin, c'est-à-dire... c'est limpide, c'est évident, c'est brutal, c'est difficile à lire. Et
et voilà, ça m'a tellement étonnée qu'on ait recouverte cette voie-là. Bon, elle a eu un grand succès quand c'est sorti. Elle était chez Ardisson et tout ça. Donc ça, c'est des séquences qui sont vraiment terribles à regarder. Parce que voilà. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter un instant sur précisément la réception des textes de Nelly Arcan, puisque tu en parles beaucoup en fait. Et finalement, à la fois dans Nelly Arcan décortique les mécanismes d'aliénation du patriarcat en fait dans ses textes, Putain est folle, et en même temps en fait sa réception médiatique témoigne aussi de la violence patriarcale qu'elle a subie. Et tu cites d'ailleurs un texte qu'elle a écrit à ce sujet qui s'appelle La honte. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce texte et puis nous dire de quoi il parle et nous parler un peu de cette séquence? Donc Nelly Arcan était effectivement escort girl, elle l'a été pendant un moment, et elle parle de cette expérience-là dans ses livres, et elle va vraiment jusqu'au bout pour en dévoiler les mécanismes qui détruisent son corps. Et en fait, elle a qu'elle est très belle. Alors moi, dans le livre, j'essaie justement de dire pourquoi moi je la trouve belle, qui ne sont pas du tout les raisons pour lesquelles les journalistes sur le plateau masculin la trouvent belle. C'est-à-dire, c'est pas sa poitrine refaite, c'est qu'elle est vraiment... Enfin, il y a quelque chose en elle de sauvage, d'intelligent, voilà. Et ça, c'est très difficile. Enfin, c'était très difficile pour moi de parler de la beauté de Nelly Arcan et de Britney Spears parce il y a tellement d'écran en fait. C'est-à-dire ces jeunes femmes blondes, ces corps parfaits, ça fait écran à, pour moi, autre chose qui existe et qui est vraiment ce qu'elles sont, que j'ai trouvé. Et donc, c'est vrai que tous ces textes ont été reçus comme des textes parlant de la sexualité féminine. Or, elle n'arrête pas de dire qu'elle ne parle pas de sexualité féminine, puisqu'il n'y en a pas, et puisqu'elle parle de relation sexuelle tarifée, dans laquelle elle performe en fonction d'un désir masculin, et qu'elle ne connaît même pas son désir. Et en fait, elle se retrouve sur des plateaux télé, à dire ça, face à 5 hommes qui lui disent « mais vraiment, voilà, c'est bandant, ce que vous... » Et c'est vraiment désarmant, parce que... En fait, ça ne parle que d'une violence qui ne peut pas, qui ne devrait pas provoquer de ce désir-là, mais ils sont carrément en train de dire plus besoin de petites pilules. Enfin, ils ont ce genre de phrases. Et en fait, on la voit, elle, qui est tellement désarmée par ça, puisqu'elle vient parler de choses intimes. Et donc, il faut imaginer, au début des années 2000, un Ardisson ou les mêmes au Québec, qui la renvoie à tout ça. Et le texte que tu évoquais, La honte, c'est la dernière émission qui, en fait, l'a fait basculer très clairement. Elle se suicide 2 ans après. Et là, après cette émission-là, elle parle vraiment de son suicide parce que c'est une émission où elle avait une robe décolletée. Et le lendemain, dans la presse, tout le monde ne parle que de ça. Et donc là, elle rentre dans une sorte de psychose dans laquelle elle se dit « mais je comprends pas, quand j'ai choisi cette robe, j'avais pas l'impression qu'elle était si décolletée. » Enfin, en fait, tout un truc de mécanisme de culpabilité et qui l'enferme. Et en fait, c'est assez fou de voir que la parole de cette femme-là ne peut pas être reçue parce que c'est une jeune femme blonde. C'est-à-dire ça n'est pas possible. Il y a C'est ce que tu dis, non, ça n'est pas possible d'être considérée comme une grande écrivaine du fait, en fait, de la place que prend son corps dans le discours médiatique. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que beaucoup de jeunes femmes ont pu expérimenter, je crois, le sentiment justement de devoir se couper de son corps pour exister autrement, en fait, intellectuellement, pour être prise au sérieux. Enfin voilà, moi je sais que dans mon expérience intime, c'est vraiment ce qui s'est passé. À un moment, je me suis dit, je veux être prise au sérieux, je veux qu'on m'écoute, je veux qu'on entende ce que j'ai à dire. Et donc, en fait, on se coupe de plein de choses qui, en fait, suscitaient en moi de la joie. C'est-à-dire, petite, me déguiser en Britney Spears et danser, ça suscitait de la joie. Et en fait, je ne vois pas en quoi ça aurait été antinomique avec le fait de vouloir écrire. Mais en fait, il y a cette espèce de, comme ça, injonction à choisir. Et c'est je ne sais pas si c'est parfaitement lié à un passage que tu écris qui m'a vraiment frappé, où c'est dans ta réflexion sur Nelly Arcan, et tu écris à ce sujet « Et quelque chose en moi n'a jamais été là », citation de Nelly Arcan, et c'est peut-être à cause de ce quelque chose manquant qu'elle a pu s'allonger sur ce lit, où tant de femmes avant elle, en parvenant si bien à faire comme si elle n'y était pas. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce quelque chose manquant précisément que tu évoques ici? De quoi parle Nelly Arcan ici dans ce passage-là? Je pense que c'est la question de la dissociation que beaucoup de femmes expérimentent, qui est une capacité effectivement à s'absenter à soi-même, à ne pas être là, à jouer en fait une comédie du genre,
qu'on a appris à jouer. Donc Nelly Arcan, en fait, joue très bien en tant que prostituée. Mais elle montre, c'est vraiment cruel, elle montre comment elle arrive à performer ça, parce que c'est vraiment de la performance, en fait. C'est ce qu'on oublie souvent, mais c'est de la performance. Elle montre aussi comment, enfin, avec vraiment presque sidération, comment elle se pose toujours la question de comment eux peuvent-ils y croire à cette comédie-là, puisqu'en fait, c'est vraiment, ça repose sur des choses tellement évidentes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de situations qui nous apprennent, en tant que petite fille, jeune femme, à s'absenter, voilà, à ne pas être présente. Et enfin, c'est quelque chose d'un peu, je pense, intense à évoquer, mais en tout cas, cette espèce de ravissement, c'est aussi un concept de Marguerite Duras, cette manière d'être là, mais d'être pas vraiment là. Et d'ailleurs, c'est une citation d'Annie Ernaux que j'avais mis dans mon premier livre. Je flotte, cette sensation de n'être pas vraiment là, qui désigne, enfin, un de nos mots courants entre filles, voilà, pour se désigner. Je flotte. C'est-à-dire cette espèce de chose qui fait qu'on n'est pas vraiment dans le réel et qu'on est, en fait, toujours d'abord une image. On existe d'abord toujours en tant qu'image, même pour soi, c'est-à-dire à travers les miroirs. Et on est toujours comme ça, pris dans un truc d'image, de dépossession, en fait, de sa propre expérience. Et voilà. Et c'est effectivement vraiment le thème de nombreux passages de Nelly Arcan, Putain folle, où effectivement Nelly Arcan est sans cesse renvoyée à une image complètement stéréotypique en fait de la femme. Et donc il y a des passages que tu cites d'ailleurs, notamment où le corps de Nelly Arcan dans des séances de photographie est complètement infantilisé. En fait, on essaie de la rendre enfante, et tu compares cette séance de photographie donc, que Nelly Arcan, peut-être tu pourrais nous le décrire, décrit dans son texte qui s'appelle Folle. En fait, elle fait une séance de photographie pour un site qui s'appelle Barely Legal, et tu la mets en relation avec une couverture que Britney Spears fait du magazine Rolling Stone, je crois, où, dans les deux cas, finalement, la femme est complètement infantilisée et instrumentalisée par le désir masculin. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette... Là, ce que tu évoques, c'est vraiment la question de l'enfance qui, pour moi, était effectivement au cœur du texte. C'est aussi comment on ravit l'enfance. Comment on je dis dans le texte, Britney Spears, elle pose sur la couverture de Rolling Stone, en fait, vraiment en culotte. Donc, c'est David Lachapelle qui la ultra sexualise et qui lui met un Télétubby à côté, qui était moi un dessin animé que j'adorais petite. Et là, je me suis dit, mais si même ça, comment ça peut devenir ça, un signe sexuel ? En fait, c'est comment, et c'est là toute la perversité de cette figure vraiment, je pense, à laquelle on nous a identifié en tant que jeune fille, petite fille, qui est la figure de la Lolita, qui a été évidemment très mal comprise, parce que pour celles et ceux qui ont lu le roman de Nabokov, et Nabokov l'a dit de nombreuses fois, le seul coupable dans cette histoire, c'est Humbert, ce n'est pas Lolita. Et Lolita est une enfant agressée, et non pas une petite provocatrice, comme le film de Kubrick la dépeindra, et ensuite toute la culture, qui nous amène à chanter « Moi Lolita », quand même, et qui est une chanson que je chante à 8 ans, et qui dit en gros « C'est pas de ma faute si tout le monde se jette sur moi ». Et donc en fait, ce qu'on impose à Britney Spears, à Nelly Arcan, mais en fait à toutes les jeunes filles, c'est être un objet sexuel, mais ne jamais devenir un sujet sexuel. Et c'est ça le problème, en fait, c'est qu'on demande à ces femmes d'être des images. Et Britney Spears, c'est vraiment très frappant, parce que le moment où le monde entier s'acharne sur elle et où veut la détruire, c'est le moment où, en fait, elle se dit, on a fait de moi un objet sexuel. Elle le comprend. Elle se dit, en fait, maintenant, je vais en jouer. Aussi, elle a 20 ans. Donc, à un moment, elle décide de danser dans des clubs de manière sexy. Mais à 20 ans, c'est un truc qu'on peut faire, qu'une femme peut avoir le désir de faire. Mais c'est vraiment au moment où elle décide de reprendre en main son image et d'affirmer sa sexualité. Mais il y a des paroles, quand vous écoutez ces paroles, c'est vraiment genre « All you people look at me like I'm a little girl ». Vous me regardez tous comme si je suis une petite fille. Mais après, elle dit « Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps pour moi de step into the world, de sauter dans le monde ?» Et en fait, c'est à ce moment-là que vraiment, tout le monde se dit « Ah non, là, ça ne va pas ». Donc, parce qu'elle s'affirme comme sujet. Nelly Arcan aussi, finalement, qui, de cette expérience de femme désirée et sexualisée, en fait, fait 2 romans qui sont hyper radicaux,
Et qui en fait aussi décide de tirer une puissance de cette expérience-là. Et de dire une forme de vérité. De la même manière que Britney a dit une sorte de vérité. C'est vraiment, elle a dit, vous voulez que vous me sexualisez, en fait, je vais y aller et je vais être sexy. Et ça, c'est un truc, vraiment, l'Amérique n'a pas supporté, quoi. Qui était un objet de scandale. Et donc, c'est cette manière dont on fait comprendre très tôt aux petites filles que, voilà, je le dis dans le livre, il faut croiser les jambes. On leur dit jamais pourquoi. Jamais. En fait, et donc, on apprend aux petites filles à faire attention à plein de choses. Donc, moi, je me souviens, je parle de moi, mais je sais que c'est une expérience partagée, qu'on commence à comprendre assez tôt qu'il y a un problème avec notre corps, qu'il y a un truc qui ne va pas, que c'est dangereux, que c'est sale, on ne sait pas, mais qu'il faut en tout cas se cacher et tout ça. Mais on ne dit jamais, mais en fait, il faut que tu fermes tes jambes, parce que tu sais, dehors, il y a des hommes qui... Enfin voilà, on n'explique jamais. Et si ça arrive, il faut te défendre. En fait, il y a cette sorte de tabou comme ça. C'est comme si tout le monde avait accepté que c'était comme ça. Et que, du coup, on invite les petites filles, je pense vraiment, aussi à se renfermer. Et à perdre une puissance, c'est-à-dire, moi, mon père me disait, tu peux pas danser comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'à l'âge de 8 ans, je sois en train de me rouler par terre comme Britney ? Je veux dire, moi, à cette époque-là, il n'y avait rien de sexuel pour moi. C'était une expérience de mon corps, c'était une manière de jouer, enfin voilà, on passe 8 heures en cours, c'est l'enfer, et tu sors, et t'es là. Et je me souviens vraiment des parents qui étaient là en me mettant en garde, en disant tu peux pas faire ça, ça va pas, qui voulaient pas que je regarde les clips de Britney. Et donc, en fait, c'est ce truc-là de l'enfance qu'on nous confie très tôt pour les petites filles, d'une forme d'innocence, où très vite on se dit, ok, il faut faire attention, même si on sait pas à quoi. Et donc, en fait, tout le livre, il parle de ça, et il parle aussi du fait que la figure au centre du livre, c'est la figure de la jeune fille, qui est une figure complètement totalitaire, parce que c'est la figure, en fait, même, j'ai dit centrale du capitalisme, en fait, parce que c'est pour ça que toutes les femmes dépensent de l'argent tout le temps, c'est pour devenir ou rester une jeune fille. Et c'est aussi pour ça que les hommes dépensent de l'argent, c'est pour avoir des jeunes filles, enfin, une sorte de truc où je me suis dit... Et en fait, le fait est qu'être une jeune fille, c'est l'enfer. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment l'impression, justement, d'être dans un moment de dépossession extrême de mon corps, de fragilité, Et tandis que là, en fait, plus j'avance, alors quand je dis je vieillis, on me dit mais t'es encore jeune. Sauf qu'en fait, Nelly, elle le dit, on sait bien que c'est hypocrite parce que dans ce monde-là, en fait, chaque jour est un jour de trop dans le monde de la jeunesse. Donc en fait, il y a une sorte d'hypocrisie. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 31 ans et j'ai une sorte de sentiment de libération à mesure que je m'éloigne de cette figure de la jeune fille. Et quand on comprend ça, il y a un truc assez génial parce que du coup, il n'y a plus de raison d'avoir peur de vieillir ou quoi. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui se libère, qui fait que être une jeune fille, on ne peut pas avoir envie de ça. Avoir envie de ça, c'est avoir envie de sa propre prison, en fait. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai découvert avec ce livre. Et c'est intéressant, du coup, en t'écoutant, je repense à la trajectoire de Nelly Arcan qui, effectivement, va jusqu'au bout de cette radicalité du geste, en fait, en fait, de devenir prostituée, donc de s'aliéner au regard et au désir masculin, et qui trouve une puissance à décortiquer de manière tellement fine, en fait, ces mêmes mécanismes de domination, et finalement, c'est quelque chose qu'elle nous lègue aussi, en fait. Ouais, bien sûr. Tu disais que tout à l'heure, on échangeait que tu tirais une puissance aussi, en fait, de ces deux écrivaines, enfin, de cette écrivaine, cette chanteuse avec lesquelles tu as passé du temps pour écrire ton texte, et qui t'accompagnent aujourd'hui, en fait. Ce qui est terrible avec Nelly Arcan, c'est que donc elle fait de la chirurgie esthétique, donc elle est complètement aliénée, mais elle le sait. C'est-à-dire qu'en fait, elle est vraiment prise dans une sorte de schizophrénie, où à la fois elle fait tout ça, et en même temps elle sait très bien et la violence qu'il y a à faire tout ça, et la vanité, c'est-à-dire que ça ne sauvera jamais de rien. Enfin, donc en fait, et c'est aussi pour ça qu'elle m'a aidée à penser Britney Spears, parce que en fait, elle est à la fois dans cette hyper-féminité, hyper-sexualisation, et en même temps, on comprend mieux que tout le monde toute la violence et tous les rouages, quoi. Donc c'est... Ouais, effectivement, elle ne pouvait pas y survivre, elle-même, parce que, enfin, je veux dire, elle était piégée, quoi. C'était trop. Parce que soit il faut le faire en n'y pensant pas, et en pensant que c'est possible de rester jeune, et voilà. Enfin, mais en fait, si on sait que c'est vain et qu'on le fait, et qu'en fait, elle sait que quand elle se fait refaire les seins, elle se soumet elle-même à un regard qui la tue, voilà, il y a quelque chose de... C'est ça, et cette question est aussi posée dans son texte Folle, puisqu'elle est en relation avec un homme accro à la pornographie, en fait. Donc elle essaye sans cesse de ressembler à ce modèle de perfection complètement glacial, en fait, de l'actrice pornographique. Et donc il y a des scènes qui sont
qui manifeste la souffrance absolue de Neil Arcand de ne pas pouvoir ressembler à cet idéal. Et c'est vraiment... en fait, c'est insoutenable, quoi. Et en même temps, qui montre aussi le pathétique total de cet homme. Enfin, c'est-à-dire que c'est aussi ça qui est quand même mis en avant. C'est-à-dire que il y a aussi quelque chose de... Moi, je ne sais pas ce que c'est que de le lire en tant qu'homme hétérosexuel, mais il y a quelque chose qui va tellement loin dans la description de la violence, en fait, ce qu'elle dit. Voilà, il regarde de la pornographie, mais en fait, ces filles qu'il désire, il ne sait même pas si elles ne sont pas mortes la veille, peut-être. C'est clair. En fait, on ne sait pas. C'est vraiment un désir morbide et mortifère. C'est clair. Moi, je peux en témoigner, hein, c'est une écrivaine qui a changé ma vie, et c'est juste poignant, en fait. Ouais. De le lire en tant qu'homme, c'est incroyable, puisqu'en fait, on a un lien direct qui se tisse avec elle, parce que précisément, il y a à la fois, en fait, cette nudité et cette intelligence, en fait, et c'est voilà, une écrivaine exceptionnelle, donc je vous invite toutes et tous à la lire. Mais pour reprendre le fil de notre entretien, si on essaye juste voilà, pour terminer, revenir sur ton écriture, qui est quand même vraiment très puissante. Tu bouscules beaucoup la syntaxe de tes phrases par l'emploi des virgules, et donc ça crée un désordre, un trouble dans ta phrase. Et tu as eu cette phrase en entretien avec le média Collatéral, où tu dis que les virgules, les points, c'est comme une partition qui traduit la manière dont je parle. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette idée de partition, et finalement, à quelle logique ou à quelle nécessité obéit cette organisation syntaxique ? C'est ma logique subjective qui, je pense, est en fait le propre du travail artistique. Et moi, je m'étonne vraiment parce que, par exemple, il y a des journalistes au masque et la plume qui sont là, ah là 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 là, mais les virgules sont pas au bon endroit et tout ça. Moi, je sais pas, mais je lui ai demandé à ce monsieur s'il avait déjà lu la littérature contemporaine, parce que, Duras fait ça. Moi, les auteurs que j'aime, c'est des auteurs qui ont une langue, qui ont une voix, Neil Arcand, et donc tout de suite, on sait que c'est eux. Et en fait, la grammaire n'a aucun intérêt à part à être subvertie, puisque l'idée, pour moi, de la littérature, c'est de dire des choses que d'habitude on ne dit pas, montrer des choses que d'habitude on cache, voilà, et que on sait que la langue, c'est une construction politique, sociopolitique, historique, que les choses, elles sont réifiées, par exemple, et que voilà, donc, en tant qu'individu, si je veux pouvoir dire quelque chose de différent, pour moi, c'est évident que je suis obligée de m'approprier ça. Et voilà, et c'est vrai que c'est une partition parce que je pense que mes textes sont des textes oraux, pas au sens où j'essaierai de reproduire une forme d'oralité qui ferait genre « Ah, il a dit putain », voilà, ça c'est le genre de truc, ou qui intégrerait plein d'argot, de je sais pas. Bon, c'est pas du tout du réalisme, mon oralité. C'est-à-dire, j'essaie pas de faire reproduire la manière dont on parle dans la rue, mais une oralité comme vraiment un rythme, la manière dont moi ça me vient dans ma tête, et voilà. Et je mets ça en relation avec un autre passage pour juste terminer, où tu définis la littérature comme une tentative de restituer la confusion mentale dans laquelle se déroulent nos existences quand pèse sur elles le poids de tant d'aliénation. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette phrase, et pourquoi au fond la littérature est vraiment ce médium qui nous permet particulièrement de restituer ce monologue intérieur, cette intensité de la confusion mentale? Parce que justement, c'est un endroit de liberté de la langue qui, moi, je pense, je disais que c'était pas du réalisme, mais moi, pour moi, c'est justement le vrai réalisme. On sait que ce qu'on dit dans nos vies quotidiennes, entre ce qu'on dit dans nos vies quotidiennes tous les jours et ce qui se passe dans nos têtes, il y a un écart qui est incommensurable. On le sait. Et pour moi, c'est l'endroit politique de la littérature, c'est-à-dire de faire exploser tous les tabous, mais par la langue, parce qu'on se parle dans nos têtes tout le temps. Donc, toutes ces choses qui ne sont pas dites, elles sont quand même dites. Il y a du langage tout le temps. Voilà. Moi, je sais que petite, quand un des premiers trucs, j'adorais regarder les gens et me dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, quoi. Là, dans le métro, il est assis. À quoi il pense, qu'est-ce qu'il a. Et en fait, on ne sait jamais. Et c'est ça qui est fascinant, quand même. En fait, donc voilà. Donc je pense que rentrer dans cet illogisme de ce qui se passe
à l'intérieur, c'est aussi faire sortir dans le texte la logique du corps, de la subjectivité, de la mémoire. Moi je ne peux pas lire des romans traditionnels tels qu'ils s'écrivent aujourd'hui où on me raconte une histoire linéaire puisque je n'y crois pas. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que se déroulent les événements. Jamais. Les choses, elles sont pas linéaires. Nos souvenirs... Donc, j'aperçois toujours la construction, en fait, quand je lis des romans, je sais pas, narratifs et tout, je me dis toujours, là, je vois la construction, parce que je vois que dans le réel, c'est pas comme ça que ça se passe. Que dans le réel, la mémoire, les souvenirs, tout est tout le temps bouleversé, changeant. Et c'est ça qui m'intéresse, ouais, c'est ça. Super intéressant, je fais juste un tout petit parallèle pour vous dire que vous êtes ici dans une école de méditation où précisément l'enjeu, c'est de pratiquer une méditation qui n'est pas là pour nous fermer, nous supprimer nos émotions, mais entrer en relation avec ce magma d'intensité, de pensée, d'émotions, de souvenirs qui, au fond, en fait, notre existence ordinaire, réelle. Et ça peut se faire par une pratique, mais on peut aussi lire ton livre pour accéder à ce flux-là. Et je te remercie, Louise, pour tes magnifiques réponses, cet échange vraiment qui m'a beaucoup touché sur Nelly Arcan et Britney Spears. Et si vous avez des questions, la parole est à vous. Des questions, des remarques ou des témoignages. Déjà, merci pour ce livre et pour cette clarté dans la confusion et dans le pouvoir que ça donne. Moi, il y avait quelque chose qui m'interrogeait beaucoup, c'est sur cet aspect malheureusement un peu prophétique des discours. C'est qu'on a beau écouter les paroles des chansons de Britney, on a beau la voir elle-même dans cette envie d'y mettre de la clarté ou du pouvoir, qu'est-ce qui fait dans ce syndrome un petit peu de la schtroumpfette, c'est qu'on va se dire, on a beau l'entendre, on a beau le performer, le questionner, mais nous, d'une certaine manière, on va y échapper individuellement, en face de ce que j'apprends aussi moi dans ma trentaine, qui est qu'il faut déconstruire et collectivement ça. Et qu'est-ce qui fait qu'en grandissant, on a beau le percevoir, mais de se dire, on va peut-être y échapper, malgré toute cette performance collective. Qu'est-ce qui fait qu'on les rejoue encore, finalement, ces scripts-là? Je crois que c'est très long, quoi. Et que c'est pour ça que je suis très en colère aussi quand aujourd'hui j'entends dire que ça y est, c'est bon, et que MeToo, ça fait 5 ans et qu'on passe à autre chose. En fait, on parle vraiment de siècles d'injonctions contradictoires qui se sont ancrées dans les corps, qui sont... on se débarrasse pas de ça, une vie, voilà. Mais en même temps, je pense que c'est le truc magnifique, justement, j'y reviens, de vieillir et de grandir, c'est cet perpétuel changement et de voir que ce travail de déconstruction, il n'est jamais fini, puisque moi, j'ai attendu d'avoir 30 ans pour renouer avec Britney Spears. Qu'en fait, jusque-là, malgré tout ce que j'avais un peu pensé et que voilà, j'étais sortie de là, en fait, et du coup, les choses, elles nous surprennent. Et maintenant, je veux dire, que je sois reçue sur France Inter avec du Britney à fond, par exemple, il y a 1 an encore, vous m'auriez dit ça, et j'aurais même pas accepté ça de moi-même, en fait. Parce que j'avais encore ce mépris-là. Donc, je pense que c'est... Moi, j'ai beaucoup d'espoir, parce que, en dépit du délire dans lequel on vit, hier, j'ai vu un film très beau, c'est Chronique d'un été, de Jean Rouch et Edgar Morin. Et c'est à l'époque de la guerre d'Algérie. Y a Marceline Loridan qui a été dans les camps et tout ça. Et en fait, c'est ce truc fou de se dire, il y a toute cette horreur, mais il y a quand même la vie qui est là, et ils sont quand même en train... Et en fait, ça recommence toujours, quoi. Il y a un peu un truc... Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai du mal à être désespérée, parce que justement, je pense que, en tant que personne ayant grandi, en tant que femme, genrée comme ça, mais aussi pour beaucoup d'autres gens, beaucoup de personnes racisées et tout, c'est vraiment que le début, en fait. On est au tout début. Je vois ma grand-mère... son existence me paraît tellement... donc je pense que c'est juste que c'est long, quoi. Et qu'en fait, il y a un truc de travail à recommencer tout le temps et à avancer, mais voilà, c'est ça je pense, qui fait la richesse aussi du processus, le fait de lire des choses, d'être bouleversée. D'un coup, Nelly Arcan, elle a complètement changé tout pour moi.
Et puis demain, il y aura autre chose qui changera tout. Donc, ouais, bah, c'est difficile. Hein. Non, mais c'est vrai. D'abord, ouais, merci pour ce livre. Moi, j'ai vraiment adoré. Je me suis dit que cette écriture, effectivement très surprenante, très originale, je me suis dit c'est comme si tu nous tenais éveillés au fil de la lecture par des points qui sont à des endroits complètement surprenants. Tu vois, comme si tu nous réveillais à chaque fois. Et moi, la question qui me vient, c'est de me dire... cette expérience au fond de lucidité, de voir ces choses-là, à la fois elle est, on pourrait dire, glaçante, terriblement déprimante, mais ce que j'entends dans ce que tu nous dis ce soir, c'est aussi libérateur. J'ai l'impression pour toi, ça a été... je sais pas, peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont ça t'a libéré de quelque chose. Moi, ce texte, il m'a complètement libérée. Je suis plus du tout la même que je l'ai écrit en 3 semaines. Et il y a un truc qui s'est passé, et justement par rapport au temps. Et en fait, c'est comme si, en retrouvant Britney Spears, j'avais retrouvé mon enfance. Enfin, c'est un truc où d'un coup, je me suis dit, ok, on m'a enlevé tout ça, on lui a enlevé tout ça. On enlève ça aux petites filles, en fait. Mais du coup, je l'ai aussi retrouvé. C'est-à-dire que d'un coup, je me retrouvais à regarder des clips de Britney en boucle, sous les yeux éberlués de mes amis qui, d'un coup, se disaient « Mais qu'est-ce que... » Enfin, c'était vraiment... Donc moi, j'ai renoué avec une part de moi-même que vraiment on m'avait confisquée. Et je pense que ce qui est très libérateur, pour moi, ce qui a été très libérateur, c'est de vouloir être là pour elle, en fait, pour elles deux. Ça m'a permis de parler de moi, de m'assumer. Ah, je sais pas, on m'a dit ça, et c'est vrai, mais ce truc de sororité, en fait, c'est pas un mot que j'utilise beaucoup, mais c'est ce que je ressentais avec Britney Spears quand j'étais petite. Et c'est ce que je ressens avec elle aujourd'hui, et avec Nelly Arcan. Et d'un coup, il y a ce truc de force, vraiment, qui fait aussi qu'on se dit... On en parlait tout à l'heure, mais par exemple, quand je suis allée dans les médias, même si je n'aurais pas été traitée pareil qu'elle, parce que quand même les choses changent et tout ça, j'y allais avec ce truc de me dire, j'y vais aussi pour elles, quoi. J'y vais aussi pour leur donner ça, pour parler d'elles. Et en fait, j'ai renoué avec une forme de joie, qui est aussi, je pense, Nelly Arcan, c'est comme si elle avait été tellement lucide, enfin très lucide, mais qu'elle n'avait pas réussi à passer, je crois, moi je trouve que le pas d'après, qui est en fait de tourner tout ça en dérision. Et qui en fait, moi, m'a libérée, c'est-à-dire d'un coup en fait, de toute cette violence patriarcale, les regards posés sur les corps et tout, de se dire, oui, c'est hyper violent qu'un mec mate nos seins, mais d'un coup de se dire, c'est aussi hyper ridicule en fait, parce que c'est un morceau de chair, et d'un coup de retourner tout ça, et d'arriver à en rire, et de dédramatiser pour soi-même aussi ça, de le mettre à distance, moi ça m'a aidée. Et il y a quelque chose de l'ordre de la réparation, quand tu dis « je l'ai faite pour elle » ça m'émeut à chaque fois, mais oui. J'espère. En tout cas, je sais que Nelly Arcan, par exemple, ils ont réimprimé. En fait, là, c'est un truc qui s'est passé et qui fait que... Ouais, moi, je pense que c'est dans une forme de collectif, mais qui n'est pas, du coup... Voilà, moi, je ne milite pas en association et tout. C'est un collectif qui est, en fait, pas réel, puisque Nelly Arcan est suicidée, mais quand même, cette dimension de dire... Et en fait, pour moi, ça a été fort de dire, je suis proche d'elles. Ce qu'elles ont vécu, je le comprends. Et de m'opposer aussi à une forme de mépris qui a pris beaucoup de gens quand même dans le monde littéraire. J'ai entendu dire, oui, bon, le livre sur la pop star, là, des gens, des hommes qui se disaient, moi, j'ai jamais aimé Britney, j'ai jamais supporté, qui me faisaient comprendre. Donc, et moi, d'un coup, d'assumer, de me dire, ouais, en fait, là, j'ai fait exister Britney sur une couverture POL, je l'ai mise à une place qui, pour moi, est une place... qui est sa place, quoi, une place d'artiste, et qui... Aussi, ça a été quelqu'un de tellement important pour tellement d'enfants, quoi. De petites filles, mais aussi de garçons de la communauté gay. Ça, il faut lui rendre ça, je crois. Donc, moi, ça m'a vraiment prouvé à moi-même les effets que pouvait avoir la littérature. En ce sens-là, ça m'a fait du bien.
Et dans les échanges que j'ai, bah voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, ouais, c'est. Et il y a beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup. Bon, proportionnellement moins, mais de retours d'hommes qui n'étaient pas. Enfin, j'ai une copine qui est arrivée un jour et qui m'a dit. Non mais ce mec, c'est genre un vieux gars, producteur de cinéma et tout. Et il est arrivé chez moi avec ton livre en me disant il faut absolument que tu lises ça. Je suis bouleversée depuis 10... Et moi en fait on rigole tellement. Enfin, mais je sais qu'il y a vraiment des... Ouais, je sais pas, parce que je pense que justement la littérature permet de dire des choses que le discours politique par exemple ne permet pas. Puisque c'est un discours qui clive, c'est un discours qui braque, c'est un discours qui crée de l'opposition. J'ai l'impression que là, en fait les gens ils sont capables d'entendre si on leur dit moi, je vais juste vous parler de ce que j'ai vécu. Voilà, une forme de sincérité, en fait, je trouve, et de dénuement qui fait que j'ai espoir que cette parole-là peut être reçue plus peut-être que des discours politiques ou des affirmations que j'ai aussi et qui sont très importantes et que j'ai pas de mal à avoir, mais... Je crois que je me suis un peu éloignée de ce que tu disais, mais... Je pense que s'il n'y a pas de dernière question, on peut vraiment t'applaudir très fort, Louise. Merci beaucoup pour cette rencontre. Et alors, j'ai juste 2-3 petites choses à vous dire avant de terminer cette rencontre. Mais Louise va dédicacer ses livres ici. Vous pouvez vous les procurer auprès de nos partenaires de la librairie Almora, qui se trouve juste derrière. Si vous souhaitez découvrir la pratique de la méditation et entrer en relation avec votre confusion mentale, vous pouvez venir le mardi 11 février à 19h30, puisqu'il y aura une présentation de la méditation par le fondateur de cette école, Fabrice Midal. La prochaine rencontre réseau aura lieu le 7 février avec l'écrivaine Leila Slimani, à l'occasion de son ouvrage « J'emporterai le feu », qui vient clore sa trilogie sur le Maroc. Et je vous invite à découvrir aussi notre média Zone Critique, donc le média sur la création contemporaine sur le stand juste là-bas. Donc vous avez accès sur abonnement tous les jours à des articles, à des textes critiques, à des enquêtes, des textes de fiction. Vous avez accès à un grand portrait de l'écrivaine Nelly Arcan. Je pense qu'il y a une très bonne porte d'entrée pour découvrir son travail. Voilà, un article que j'ai écrit, mais qui est un très très bon article. Et à l'occasion de cette rencontre avec Louise Chenevière, nous avons publié aujourd'hui un grand dossier qui s'intitule « Pour un monde post-patriarcal », donc qui a été réalisé par notre rédactrice Diana Carnero, et qui revient avec beaucoup de précision et d'intelligence et de sensibilité sur les écrivains qui essayent aujourd'hui d'imaginer des sensibilités alternatives, des manières de réinvestir notre corps, les liens, les récits en dehors des structures de domination masculine, de Mona Chollet à Monique Wittig et de Wendy Delorme à Alizé Vincent. Et ce n'est pas fini puisque le média Zone Critique publie également une collection qui s'appelle la collection Vrille, donc des courts textes de 40 pages que nos abonnés reçoivent chaque mois dans leur boîte aux lettres et qui s'emparent aussi de ce thème-là, de ce sujet, à travers par exemple la courte nouvelle Boomer écrite par Frédéric Perrault, qui se trouve d'ailleurs parmi nous ici, qui vient interroger les stéréotypes qui façonnent la représentation des femmes chez certains boomers. Et ce soir, on vous propose, pour toutes les personnes donc, qui sont présentes ici, une promotion exclusive, c'est-à-dire que pour 60 € au lieu de 80, vous avez accès à notre abonnement classique, c'est-à-dire tous les textes de la collection Vrille, tout le site, plus 3 vrilles offerts. Donc il faut vraiment en profiter. Voilà, merci à toutes et à tous. Et puis vous pouvez rester pour un verre offert par réseau. Merci. Merci.